on va passer une petite heure à discuter de cartographie et de la solution OFR, donc Enterprise Flow Repository. Ok, donc on parlera de cartographie. Voilà, donc effectivement, peut-être resituer Middleware Edition et Middleware Solutions. Bon, Middleware Edition est une filiale d'un cabinet de conseil en architecture, Middleware Solutions. Nous avons des activités très orientées sur le conseil, de l'accompagnement pour la mise en place de middleware, de solutions cloud. On est effectivement expert dans de très nombreuses solutions d'interconnexion, d'API management, l'ESB sur des plateformes Azure, Google, Amazon et Oracle. Et puis, on est aussi certifié TOGAF, donc n'hésitez pas à poser quelques questions sur le sujet. Quelques exemples de clients, voilà, donc effectivement des clients de différentes natures, du petit au grand groupe. Et voilà, donc ce qui fait qu'on a de temps en temps des activités très, très opérationnelles et on accompagne nos clients du début jusqu'à la mise en production, voire un peu plus loin. Donc la question du jour, au sein de notre outillage EFR, c'est comment faciliter la problématique de cartographie. Donc j'ai un petit peu repris trois questions qui posent, en tout cas qui nous amènent en tout cas à nous poser des questions. Pourquoi la cartographie est souvent un échec? C'est-à-dire, effectivement, c'est un effort au quotidien qui est complexe. Pourquoi est-ce qu'on arrive difficilement à mettre la main dessus, à la mettre à jour? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les acteurs de la DSI, en tout cas, y participent et enrichissent la cartographie au quotidien? Alors, c'est effectivement lié au premier point. Une fois qu'on a identifié les échecs, on essaye de corriger tout ça. Et puis, alors vous doutez bien que, effectivement, que EFR va aider en tout cas à ce que tous les acteurs de la DSI y participent. Et voilà, effectivement, quels sont les gains qu'on constate avec EFR, avec cette solution. Ok, donc des rappels un petit peu théoriques au début pour essayer de cadrer le débat. Donc, la cartographie, je lis bêtement, d'un système d'information, c'est un ensemble de représentations du système d'information. Donc, ce sont des représentations suivant des perspectives spécifiques. J'y viens juste après. Perspective ou dimension métier, fonctionnelle, applicative, informationnelle et technique. Et donc l'objectif, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on vient cartographier, référencer tous ces éléments? C'est pour identifier les points faibles, identifier en tout cas comment optimiser et puis définir des décisions qui vont faciliter en tout cas et qui vont permettre de faire des investissements de manière le plus raisonnée possible. Donc dans la cartographie, on va parler de dimensions. Alors la première dimension classique, c'est la dimension métier. C'est très souvent lié aux processus et aux activités métiers. Dedans, on va effectivement mettre, alors c'est indépendamment de l'organisation, on peut mettre effectivement dedans une vision temporelle, une vision de l'organisation. La dimension fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à clarifier ce que vont, comment dire, porter fonctionnellement ce qu'on attend du système d'information. Quelles sont les grandes actions, les services en tout cas rendus au niveau des différentes briques du système d'information. Donc, ce sont des fonctions qui vont être mises en œuvre pendant les activités des processus. La dimension qu'on connaît tous très bien, c'est la dimension applicative. C'est la plus simple au niveau IT. C'est la liste des applications au niveau informatique, donc gérée en interne et en externe.
Une dimension qui prend de plus en plus de poids avec des problématiques centrées sur les données. Donc, on va s'atteler à essayer de comprendre où sont produites, consommées les données. Euh, ok. Et puis, donc effectivement, c'est la partie informationnelle. Bonjour aux retardataires. Euh, donc, n'hésitez pas à intervenir. Donc la partie data, ok, et puis la dimension technique. La dimension technique, peut-être une dimension qui est plus naturelle et pour laquelle on fait très souvent de la cartographie, c'est effectivement des référentiels, des cartes de réseau, de serveurs. En tout cas, effectivement, c'est naturellement dans ce domaine-là où on retrouve le plus de cartes. Alors, à quel moment utiliser la cartographie? Finalement, pourquoi est-ce qu'on ferait de la cartographie? On a identifié quelques axes, euh, quelques grands objectifs, mais à quel moment on la retrouve? Alors, le premier point simple au quotidien, c'est le support, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les équipes ont besoin de comprendre ce qui se passe et on a besoin de clarifier ce qui tout naturellement tourne, existe. Ensuite, ça va être une histoire d'évolution et de transformation de plus en plus importante. On a effectivement le premier niveau, ce sont des évolutions applicatives. On a des espèces de micro-évolutions. Et donc, au sein d'une application, on a des changements de flux ou d'interface, enfin, des éléments qui vont impacter euh, d'autres briques du système d'information à différentes couches. Et donc, on a besoin de savoir un petit peu comment ça va se passer. Ensuite, des transformations plus larges, par exemple, lors d'upgrade, on a besoin d'évaluer en tout cas tous les impacts qu'on va tirer euh, pour une application, pour pouvoir déterminer des tests de non-régression, pour déterminer effectivement euh, quand on va venir faire un déplacement aussi vers le cloud, bon, ben, quels sont les impacts de cette application? C'est une transformation relativement forte. On va trouver aussi des transformations au niveau métier. On va venir faire des changements d'outils. On va passer de SAP à Sage X3. Bon, bah, quels sont les impacts en termes d'activité, en termes de processus, en termes de briques logicielles, de flux, etc. Donc, on voit bien que l'impact sur toutes les couches est fort. Et puis, on a des transformations beaucoup plus fortes où on vient, lors de programmes de transformation, on va venir casser, transformer très fortement les systèmes d'information. Euh, et c'est ce qui peut arriver lorsqu'on met en place des référentiels euh, sur des référentiels clients, des référentiels fournisseurs, des référentiels articles et qui vont avoir des impacts ici sur vraiment tout le système d'information. OK, et donc c'est à ce moment-là où on a besoin d'une carte plus ou moins grande et plus ou moins large, plus ou moins précise. Je me suis permis aussi de rajouter une définition, ou en tout cas une approche partagée par le club URMA, qui est assez, comment dire, reconnue, qui définit en tout cas l'urbanisation comme étant une approche top-down. Euh, et donc, dans cette démarche d'urbanisation, finalement, l'objectif, ça va être effectivement de faciliter les évolutions, en tout cas fonctionnelles et techniques, de mettre en évidence, en tout cas, des fonctions qui peuvent être dupliquées ou qui peuvent être à valeur ajoutée discutable, et puis de renforcer une cohérence dans le système d'information pour éviter, par exemple, euh, des cascades d'échanges de données qui peuvent être effectivement dupliquées ou pour lesquelles, effectivement, les maîtres ne sont pas clairs. Voilà, donc tout l'enjeu de l'urbanisation, qui est une démarche un peu floue, euh,
J'y viens juste après sur les aspects méthodologiques avec TOGAF. Donc, en tout cas, l'idée derrière tout ça, ça va être de rendre le système d'information alors plus facilement évolutif dans un coût contraint et maîtrisé. Donc, on vient faciliter les changements du quotidien. Ça revient un petit peu au, au slide précédent où je vous expliquais quelles étaient les transformations, à quel moment on avait besoin de la cartographie, puisque on en a besoin principalement lors de transformation. Bon, je fais juste un petit focus sur une méthode qui est assez courante aujourd'hui, qui est un framework de méthodologique, en tout cas, qui est TOGAF. Donc, ce qui effectivement permet de dérouler une méthode pour euh, organiser, structurer le, la, la- la démarche d'architecture d'entreprise dans le système d'information. Euh, donc, on va chercher on va se focaliser pardon, sur différentes perspectives. Donc, par exemple, avec TOGAF, on va commencer par définir des objectifs qui sont communs et très haut niveau. On va les raffiner au sein d'une vision. Et puis, on va venir travailler sur des couches, des perspectives. Donc, on revient un petit peu à ce que je vous présentais juste avant, où on vient enrichir, clarifier, cartographier les différentes couches du système d'information. Et tout cela, forcément, en gardant en ligne de mire des exigences et des contraintes qui vont être posées de manière transversale, qui vont être posées par le management. Voilà, donc effectivement, il y a un certain nombre de contraintes et de problématiques que met en œuvre TOGAF sur la cartographie. On les voit sur les premières étapes. Et puis, on a effectivement des problématiques de migration, de gouvernance et autres. Donc, c'est vraiment beaucoup plus large que la cartographie en tant que telle. En tant que consultant, je la démarche et la volonté, en tout cas, portée par EFR, elle prend aussi racine dans des expériences au travers d'outils du marché. Alors, je vais passer rapidement dessus. L'idée, c'est pas non plus de faire un focus, mais effectivement, si on parle de deux ou trois solutions, on va trouver effectivement, par exemple, Archimate, qui est l'implémentation de la vision TOGAF. Donc, c'est un bon exemple où on a un outil qui est très orienté sur de la modélisation UML et qui, par nature, en tout cas, va nécessiter, en tout cas c'est comme ça, c'est le fondement, c'est la modélisation et un, un moyen, en tout cas, d'exprimer, de conceptualiser les différents éléments et différents livrables que l'on va appliquer au sein de la démarche TOGAF. Et puis un outil que vous utilisez peut-être ou sur lequel vous avez entendu parler, c'est l'outil de SAP, LinaX, qui est un outil basé sur un ensemble de référentiels donc, et qui a un cœur très très fort de traçabilité. On vient effectivement tout relier de manière volontariste euh, au sein de ce référentiel-là. Et puis, effectivement, l'outil va proposer un certain nombre de reporting pour venir illustrer ou afficher en tout cas de l'information. Euh, voilà, donc on peut voir un plan d'occupation des sols réalisé avec l'outil. Ok, bon, une fois que j'ai dit ça, je vais revenir au constat finalement de l'urbanisation et des problématiques de cartographie. Donc le premier problème, c'est que c'est un sujet complexe, c'est-à-dire que euh, c'est un sujet qui nécessite d'avoir une formation et un bagage important vis-à-vis des acteurs. Si on applique une démarche comme TOGAF, si on applique la modélisation au travers du ML, si on applique effectivement des concepts complexes, riches, tout de suite, effectivement, ça devient complexe.
Ensuite, le deuxième problème, c'est que ce sont des démarches conceptuelles. Et donc, ben, très naturellement, en fait, on va se retrouver en dehors des concepts projets et du besoin opérationnel très fort que l'on peut avoir au quotidien. Donc, on va parler. Voilà. Donc, c'est extrêmement difficile de faire atterrir finalement ces concepts au niveau opérationnel. Troisième difficulté, ça va être le volume d'informations. Plus on a d'applications, plus on a de processus, plus on a de serveurs, ben, plus on se noie, en tout cas, dans le volume de l'information qui doit être géré. Le point enfin, qui a été une problématique en tant que telle, c'est aussi le vocabulaire, c'est-à-dire que les personnes responsables ou les sachants de la couche métier, ils ne vont pas avoir le même vocabulaire que les sachants de l'équipe de la couche applicative. Et les sachants de l'équipe, les sachants de la couche infrastructure, ils ne vont pas avoir le même vocabulaire que les deux autres. Donc, c'est complexe de se comprendre au sein, effectivement, d'une grande équipe. Et puis, le dernier point sont un petit peu reliés, c'est-à-dire que, en fait, les livrables de ce type d'activité, ils sont assez réduits. C'est-à-dire que assez souvent, on partage le plan d'occupation des sols. J'ai illustré au travers, par exemple, de ce que pouvaient faire les Linux. Donc, c'est de l'information qui est qu'on retrouve facilement avec, effectivement, des domaines, des processus ou des systèmes. Et à part ce genre de choses, c'est compliqué. Voilà. Alors, c'est aussi lié aux outils, parce qu'effectivement, bah, les outils, ils n'aident pas forcément à produire des résultats et des livrables opérationnels. Donc, c'est un peu lié. OK. Alors, de manière très fine, quelles sont les causes, en tout cas, de l'échec de la cartographie? C'est que, par exemple, on fait de la cartographie de manière one-shot, c'est-à-dire que bon, ça m'est déjà arrivé d'aller chez des clients et de mettre à jour leur cartographie qui n'avait pas été mise à jour depuis 3 ans. Ok, donc il faut essayer de rattraper, de mettre à jour, de collecter des informations. Bref, donc la cartographie, en fait, elle est à jour pendant un laps de temps très court, puis ensuite elle est totalement obsolète, personne ne s'en sert, donc personne n'a envie de la collecter. Ensuite, le deuxième problème, c'est qu'il y a trop peu d'intervenants. Euh, les architectes d'entreprise, ils sont rares et donc ils sont peu disponibles parce qu'ils sont toujours à la recherche d'informations. Ils essayent effectivement de se projeter dans le temps, d'identifier des cibles futures. Bref, et ils sont trop peu nombreux. Troisième point, il y a une faible lisibilité des livrables. C'est-à-dire que dans ce qu'on va produire, je m'inclus aussi dedans, en fait, les outils produisent des éléments qui sont difficiles à comprendre. Je parlais effectivement de vocabulaire, je parlais de notions qui nécessitent un bagage technique et un prérequis qui est indéniable. Ensuite, quatrième point, c'est que je vais exagérer un petit peu, mais tout le monde regarde. C'est-à-dire que, OK, l'architecte il va rajouter des informations dans son produit, dans son outil, mais personne n'ose interagir, personne n'ose venir enrichir ces référentiels. Voilà, il y a trop peu de rédacteurs. Le cinquième point, c'est que le ROI est difficile à estimer, qui n'arrange rien vis-à-vis de l'envie d'enrichir et du nombre d'intervenants. Donc ça vient finalement complexifier et faire en sorte qu'on investit peu, on a peu de personnes, parce qu'on a du mal à définir vraiment quel retour sur investissement la DSI va avoir sur ce type d'outillage. Et puis le dernier point, côté opérationnel, c'est pas assez précis. Quand on est trop conceptuel, et ben en fait, de manière opérationnelle, quand on a besoin d'une information ou d'un élément, et ben malheureusement, on n'a pas l'information dans tous ces référentiels. OK, alors, EFR, qu'est-ce que c'est? Une fois que j'ai dit tout ça,
Qu'est-ce qu'apporte EFR dans ce monde d'outillage de cartographie d'entreprise? Alors, déjà, EFR, c'est à la base pas un outil de cartographie, c'est une console de supervision des échanges. Ensuite, c'est un service qui est agnostique des technologies et des éditeurs qui vont gérer et prendre en charge ces échanges de données. C'est un service SaaS. Alors, il y a une version de premise, mais c'est principalement un service SaaS. EFR, c'est aussi un outil de communication entre les équipes métiers, support et IT. Je vais y revenir. Ça permet justement de fixer un vocabulaire, de fixer une vision entre des équipes qui d'habitude ont du mal à se comprendre. Ensuite, et c'est là où on va rentrer pleinement dans le sujet, c'est un outil qui est porteur d'une vision du SI. Pour venir apporter et superviser, on va voir que le prérequis à tout ça, c'est une vision cartographique. Et puis, EFR, bref, c'est aussi un ensemble d'outils et de facilitateurs pour les interconnexions. Je n'y viendrai pas aujourd'hui. Alors, EFR, c'est dans un premier temps un outil qui va permettre de faire le suivi, qui va collecter des informations. Je parlais de supervision, donc je vais revenir un petit peu à ce cycle-là. Ça va nous permettre de piloter. Donc, qu'est-ce qui tourne? Et donc, forcément, si on est capable de savoir ce qui tourne, on est capable de comprendre et de faire du pilotage. Ensuite, c'est un outil qui va permettre d'alerter en temps réel. Super. Et on va commencer à rentrer tout doucement dans le sujet. On va consulter une information rapidement et de manière compréhensible. L'objectif, c'est de donner euh, de l'information aux équipes support, métier et flux, de l'information qu'eux-mêmes vont pouvoir comprendre. Donc, pour voir s'ils ne la comprennent pas, ils ne pourront pas l'analyser. Donc, il est nécessaire de proposer une vision structurée qui va être la base de cette consultation et de cette analyse. Dans FR, bon, il y a aussi des outils pour agir. Par exemple, on peut faire du rejeu de manière intégrée à l'outillage. Bref. Donc, on voit bien qu'au travers de cette problématique de supervision, il y a des besoins qui se regroupent et qui sont très forts avec la cartographie. Alors, ce graphique-là, il va probablement tout expliquer, c'est-à-dire que, en fait, on a besoin d'expliquer le quoi, donc les données qui sont transportées entre, telles que les factures, les bons de livraison et autres. Dans la supervision, on a besoin de préciser quand. Quand est-ce que ça a circulé, quand est-ce que ça a été transporté. OK? Ensuite, où on vient localiser le transport de la donnée entre un élément et un autre, donc des systèmes. Et puis, un comment, effectivement, on va s'atteler à essayer de déterminer l'état final. OK. Alors, excepté l'état final, on voit bien que le quoi et le où, ce sont des éléments qui doivent être extraits de la cartographie. OK. Donc, au niveau IHM, eh ben, au niveau IHM, on va retrouver tous ces éléments de cartographie. Donc, on va retrouver le, le quoi. Par exemple, effectivement, ici, on retrouve, c'est petit, je suis désolé, mais on retrouve l'information avec des clés métiers. On va retrouver effectivement le quand, soit à quel moment ça s'est déroulé. Le où, c'est-à-dire que on va ici avoir une localisation de l'échange entre une cible et entre une source et des cibles, et au travers d'un échange euh, caractérisé avec un nom qui va permettre effectivement de dire ici, effectivement, c'est un transfert de produits hors stock. OK. Donc, comme on peut le voir sur ce graphique, cette console de supervision, en fait, elle va venir piocher dans un cœur de cartographie pour venir proposer une vision simple et une vision
fonctionnel qui va être compréhensible par les équipes métiers, par les équipes support. Donc, cet élément de cartographie, eh ben, en fait, il est central à tous les environnements. On ne fait qu'une seule cartographie, que ce soit pour les environnements de production, de pré-production, de recettes, d'intégration. On va avoir un principe d'organisation par couche, comme je vous le disais, effectivement, avec des dimensions fonctionnelles, applicatives, etc. Bon, ça va être partagé entre tous les environnements. On ne va pas s'amuser à recartographier en production et en pré-production. Et puis, on va avoir aussi une interaction entre ce qui va tourner, par exemple en pré-production, on va voir circuler des informations et cette information qui circule, eh ben, on va venir la rattacher à la cartographie pour, de manière automatique, savoir quels sont les systèmes et les applications qui viennent produire et consommer de la data. Donc, on a un modèle cartographique qui va vivre et qui vit en fonction, pas en fonction de ce que quelqu'un a décidé, mais vraiment en fonction de ce qui tourne et ce qui est transporté, finalement, entre les applications. Et en même temps, c'est automatique, donc on n'a même pas besoin de le préciser. OK. Donc, première démonstration, je vais parler de cartographie pure avec une représentation des systèmes, des applications et des données. Je vais basculer d'écran et d'onglet. OK, très bien, vous voyez mon écran. Donc, le premier écran de EFR, bien sûr, c'est le choix de l'environnement sur lequel on veut venir consulter des échanges. Donc, tout naturellement, ici, on se retrouve dans la partie échange, gestion des flux. Et qu'est-ce qu'on constate? En fait, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que finalement, on présente à l'utilisateur une vision simplifiée du système d'information. Ici, c'est un échange qui s'appelle la propagation des offres CRM entre une source et des destinations. OK, ça, c'est la vision supervision. Je ne rentrerai pas dans le détail de la supervision aujourd'hui. Par contre, en un clic, je fais le lien avec la cartographie auquel on a accès de manière totalement intégrée et on retrouve des informations cartographiques avec ici l'échange, les origines, donc les différents systèmes, les informations qui sont transportées et les cibles. OK, donc ça, c'est quelque part l'accès direct. Donc si je remonte progressivement, je vais pouvoir obtenir une description cartographique de mon système qui s'appelle le CRM, hein, le Customer Relationship Management, donc qui est une vision dans le système d'information, une vision simplifiée. L'outil m'a représenté une représentation des échanges de ce système-là avec tous les autres. L'outil dans lequel, effectivement, je vais pouvoir venir consulter les informations du système qui ont été enrichies de manière soit manuelle, en tout cas, soit de manière automatique via, on peut voir ici, créé par le moteur de rapprochement. Et donc, effectivement, j'ai ces notions de système au niveau de mes couches métiers. Je vais avoir des notions de domaine dans lequel je vais pouvoir organiser mes comment dire, mes différents éléments, par exemple, mon domaine finance. Donc, on va retrouver une organisation extrêmement standard sous la forme de, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un plan d'occupation des sols qui va être organisé en domaines, en sous-domaines et avec des systèmes. Et ce que l'outil va adapter et présenter, ce sont des diagrammes orientés flux et orientés échange. Hein. C'est pas non plus l'objectif principal de FR, c'est vraiment de représenter, de structurer tous ces éléments dans le SI, mais ça va être représenté dans toutes les couches et toutes les dimensions du système d'information. Voilà, donc on va pouvoir structurer
et finalement enrichir nos référentiels de manière dynamique. Si j'ai besoin de rajouter un nouveau euh, système à ce domaine finance, eh ben, je viens sélectionner et je viens prendre en tout cas les systèmes qui sont à créer et qui vont être dans la partie référentielle système fonctionnel. OK, donc de manière très rapide, on a un outil qui va répondre, en tout cas, qui va faire emboîter des référentiels de systèmes, de data et d'échanges par rapport à la vision fonctionnelle qui va nous intéresser principalement au niveau de la supervision. Ce que l'outil va apporter aussi, ce sont des réponses transverses. Typiquement, par exemple, si je veux consulter, si je suis dans le glossaire fonctionnel, donc c'est vraiment la vision euh, de toutes les informations au niveau métier hein, qui sont manipulées, bon, bah, l'outil va me permettre, va représenter finalement euh, un- un- une structuration, une organisation euh, qui, pardon, une structuration, on va retrouver ben, quels sont les systèmes qui possèdent et qui gèrent effectivement cette donnée. Donc, effectivement, je peux retrouver des clients à différents endroits, mais assez facilement, je peux savoir quel système manipule et gère telle donnée. Euh, Très bien, mais je peux aussi avoir une dimension un peu plus forte, alors que je prenne le bon, le bon élément, même si c'est un exemple. Donc un exemple, ok, très bien, moi je suis sur l'information bon de livraison, et bien le bon de livraison, en fait, il apparaît automatiquement ici dans un diagramme. Le système nous présente, EFR nous présente un diagramme avec tous les échanges qui transportent ce bon de livraison. Donc je n'ai pas besoin de. J'ai une analyse finalement d'impact totalement intégrée. Voilà, donc j'ai la liste des systèmes, j'ai la liste des, des données qui viennent le couvrir. Alors, la vue métier, c'est une vision très fonctionnelle. Au niveau d'un système d'information, on va parler d'application. On va parler effectivement d'éléments techniques. Euh, et donc, EFR va nous présenter des référentiels euh, qui sont orientés applicatifs. C'est-à-dire que ici, j'ai une vraie vision typiquement technique des flux de données entre mes briques applicatives et puis d'autres briques, par exemple ici d'interconnexion ou des briques logicielles qui sont ici précises. Au niveau métier, j'avais des approximations ou des simplifications. Typiquement, c'était un WMS. Ici, je vois bien que c'est le produit Manhattan avec toutes ces briques. Et les flux de données, ils sont précis. Ils vont taper sur des briques très précises. Euh, et j'ai besoin effectivement de savoir exactement quels sont les impacts. Si je fais une modification de la brique ActiveMQ, je vais impacter tel et tel échange vis-à-vis de Manhattan. OK. Autre élément important, c'est la vision data. Euh, Peut-être juste avant et revenir sur les flux. Donc, effectivement, il faut que j'ai pas de flux direct sur Manhattan, je vais aller sur un des modules, par exemple l'order management. Donc, l'order management, il est ici. Hop, OK. Donc, l'outillage me fait des analyses aussi de la qualité de l'élément. Euh, et puis, je m'intéresse à tous les flux qui rentrent et qui sortent de cette application. Donc, j'ai une vision graphique, j'ai aussi une description qui me dit, OK, de telle application en cible et en source, eh ben, j'ai des flux, donc des demi-flux, hein, bien sûr, qui sont actifs ou inactifs. Et puis, je peux venir effectivement
consulter, enrichir ces différents éléments. On voit bien qu'il y a un lien direct entre les flux et les données n'étant pas forcément, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais on se retrouve effectivement avec une abstraction entre les données et les informations. Euh, Ici, une donnée transportée, une donnée SAP, même si ça représente en tout cas c'est une structuration informatique bien précise. Au niveau métier, on va parler effectivement peut-être d'une commande d'achat ou d'un bon de livraison et pas du tout d'un DebMass ou d'un HeartMass SAP. OK, donc l'outillage VFR ici, en fait, il va permettre de structurer, on voit bien que tous les termes utilisés, ce sont des termes qui sont globalement partagés. On va parler de domaine, de système, de glossaire, d'échange. Voilà. Donc, et dans VFR, effectivement, on va retrouver des accélérateurs pour pouvoir définir toute la partie, euh, avec précision, la partie échange flux. Donc, l'outil va nous générer un maximum de diagrammes pour faire des visualisations en temps réel, en tout cas, de notre cartographie. OK, voilà pour cette première démonstration. Où est-ce que j'ai mis mon support? Mon support est juste là. OK, donc dans EFR, on va aussi, on a fait le choix, en tout cas, de mettre à disposition des rapports sur étagère. C'est-à-dire que les autres outils que j'ai pu vous citer tout à l'heure, ce sont des outils sur lesquels, effectivement, on a un effort non négligeable pour venir produire du reporting. Donc, avec EFR, vous avez directement des matrices qui vous permettent, alors, de nombreux graphiques, hein, vous avez vu, mais aussi des graphiques qui permettent de faire vos analyses d'impact par application, par flux, par interface, par information, et récupérer aussi des cycles de vie, ainsi que faire des analyses de risque et de faiblesse. Je vais aller rapidement peut-être sur quelques exemples. OK, pour, alors, où est-ce que j'ai mis? Donc, je reviens sur EFR. Donc, on va retrouver dans la partie rapport des rapports par exemple, de cycle de vie. On se pose toujours la question de quelles sont les applications qui sont supportées, quelles sont celles qui sont en cours, etc. Bon, ben, effectivement, on a la possibilité de renseigner ces informations dans EFR. On a poussé effectivement le modèle un peu plus loin pour venir renseigner et avoir des informations de ce style-là. Dans EFR, on peut évaluer des applications suivant certains critères pour identifier son adéquation avec des CELA métiers, avec les CELA IT, les criticités, etc. Donc, on peut identifier assez facilement, assez rapidement en tout cas, quelles sont les applications qui posent problème et qui portent des risques. Euh, donc, voilà, par exemple, si je rebascule sur la carto, on peut voir que ici, j'ai un système de notation par version qui me permet d'évaluer en tout cas la version de telle et telle application. Voilà. Et puis, on peut retrouver, par exemple, certaines des listes, effectivement, des informations, des sources et des cibles des différents échanges. Enfin, bref, on a des rapports, en tout cas, assez, assez larges et qui accélèrent, en tout cas, les analyses d'impact. OK.
Ok, très bien. Je repars sur ma présentation. Donc, je vous ai montré effectivement quelques éléments rapidement sur la possibilité d'évaluer, euh, d'analyser les éléments que vous allez renseigner dans la cartographie. L'outillage c'était vraiment un des critères très très forts. Vous ne perdrez pas de temps à représenter graphiquement vos applications ou visualiser, vous visualiser tel que. Fini effectivement les longues, euh, les tâches rudimentaires et fastidieuses, en tout cas de production de graphiques. Voilà, donc l'outillage est un vrai accélérateur de ce point de vue-là. Et puis, s'il y avait quelques éléments à retenir, finalement, pourquoi est-ce que VFR est un outil qui vit dans le système d'information? euh, VFR est un outil qui est utile, comme je vous le disais, je vais y revenir juste après, à des populations IT, support, métier. De manière très concrète, et ce que sont les chiffres qu'on ressort de nos clients, en fait, en passant d'une notion de trace de transport, hein, qui est à peu près similaire à des logs un peu spécifiques, à des échanges métiers, donc avec une abstraction, une représentation fonctionnelle, eh ben on vient diviser par 13 le volume. C'est-à-dire que, effectivement, par rapport au nombre de. On divise par 13 la complexité, finalement, et accélérer, en tout cas, la compréhension de ce qui se passe. Et vis-à-vis des erreurs, c'est encore pire. C'est-à-dire que le regroupement des erreurs, le regroupement des douleurs, en tout cas des problématiques vis-à-vis des échanges, on divise par 40, puisqu'on va venir regrouper, parce qu'effectivement, on va venir simplifier, on va venir localiser toutes ces erreurs, et de manière opérationnelle, il y a un écart de 40, il y a un facteur de 40 entre l'erreur technique et ce qu'on peut voir au niveau fonctionnel. Donc, en fait, pourquoi est-ce que les acteurs de la DSI renseignent de l'information et vont cartographier leur existant dans EFR? Eh ben, parce que ça va être utile en phase de recette pour faire du suivi en temps réel, pour effectivement faire du support, pour augmenter la réactivité au sein des équipes métiers et pour faire aussi de l'analyse en termes de comment dire, d'activité au niveau grâce aux échanges. Donc, effectivement, ce sont des gains qui sont à différents endroits, au niveau test, au niveau visibilité, au niveau support, efficacité, agilité. Mais en fait, l'effort qui va être réalisé par les équipes métiers euh, pour renseigner ces éléments-là, par exemple, pour enrichir le glossaire, eh ben, il y a une vraie rentabilité. Côté IT, on a une rentabilité un petit peu différente, euh, puisqu'on va factoriser des journées de développement avec des accélérateurs dans VFR. On n'aura plus à développer la console de supervision. On va diviser effectivement par deux l'effort de recette. Soit on a un module de test, j'en parlerai à un autre moment, mais on va surtout diviser de 60%, enfin, au moins par deux, tous les tickets au niveau des flux. Comme je vous l'ai montré, on va, comment dire, euh, l'équipe métier va pouvoir consulter, accéder à VFR sans forcément lever un ticket support, et le métier pourra faire des recherches suivant des identifiants de commandes, de bons livraison ou autre. Voilà, et puis effectivement, un effort de visibilité, c'est un gain très fort au niveau de la transformation IT. Tous les différentes perspectives, en tout cas proposées par AFR, permettent de dresser un constat sur l'existant de manière très importante, et donc de faciliter la gouvernance. Alors, EFR est un outil cartographique qui aujourd'hui a ce taux de couverture-là. On ne va pas il faut être très clair. EFR est euh,
suivant ces différentes couches, n'a aucune vocation à modéliser des processus métiers. Au niveau fonctionnel, on a une cartographie on va effectivement qui est bonne aujourd'hui, qu'on estime suffisante. Donc, on ne va pas enrichir cet aspect-là aujourd'hui. Ce n'est pas notre axe de travail. Allez, notre plus-value, elle est principalement sur justement cette partie applicative médiation pour apporter cette vision au niveau fonctionnel. On a aussi deux axes de travail aujourd'hui qui sont uniquement des axes de réflexion sur la partie déploiement et infrastructure. Sur la partie infrastructure, on a quelques travaux qui viendront prochainement. OK, donc voilà ce que j'avais à dire sur la partie cartographique, bon, quelques aujourd'hui nos clients principaux qui mettent en œuvre EFR au quotidien. Et voilà pour cette présentation sur la cartographie, ou en tout cas comment simplifier votre cartographie au quotidien avec EFR.